Et salut tout le monde, c'est Geoffrey. Aujourd'hui, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de corriger d'euros de physique, donc encore une fois des euros blancs. Aujourd'hui, on va faire de la thermodynamique et plus précisément, on va étudier de la citronade dans un exercice qui est assez peu conventionnel et qui, en réalité, je pense, permet de comprendre beaucoup de choses et de vérifier à la fois la compréhension un peu fine et physique du coup des étudiants. Même si vous allez voir que c'est pas du tout calculatoire. Et donc ici, si vous comprenez ce qui se passe, ça va être hyper rapide. Si vous comprenez moins, ça va être un peu plus long. Dans tous les cas, c'est pas les calculs qui vont poser problème ici. Qu'est-ce qu'on étudie? Alors bah oui, que ma feuille est blanche, hein, c'est assez rare. L'idée c'est qu'on va étudier donc de la citronade. Donc qu'est-ce qu'on va faire exactement? Euh, L'idée c'est quoi? L'idée c'est quoi? C'est que vous faites là, vous êtes en été, il fait chaud et tout, vous avez de la citronade et vous avez invité des potes chez vous pour boire un petit peu de citronade. Et en fait, votre citronade vous l'avez laissée dehors, du coup il fait ultra chaud, votre citronade est chaude, et bah le problème c'est qu'il y a vos potes qui arrivent. Donc du coup, au lieu de les mettre au frigo, bah, vous prenez plein de glaçons que vous foutez dans votre directement dans votre citronnade. Et en fait, vous en mettez tellement que vous avez peur que la citronnade gèle. Et donc, bah, ici, on va s'intéresser en fait à la masse de glaçons. En fait, simplement, pardon, s'intéresser à savoir si c'est raisonnable ou pas que la citronnade puisse geler. Et en fait, vous allez voir que donc c'est un exercice, je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà fait, peut-être que les plus vifs d'entre vous peuvent déjà voir, application du premier principe, isolé, machin, et puis que la ligne de calcul va tomber immédiatement. Mais pas de panique, là justement, on va pas trop se presser, et on va plutôt essayer d'étudier, en fait, précisément le raisonnement qu'on va appliquer à la fin, en voyant bel et bien toutes les hypothèses qu'on fait, et en essayant de comprendre un petit peu du coup l'arrière de la thermodynamique, parce que c'est des trucs qui peuvent être très obscurs et très un peu magiques. Donc là on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc déjà, donc on évite d'écrire tout de suite un premier principe, on va commencer déjà par définir le système. Bon, et encore une fois, après on va voir également ce que ça traduit par est-ce que c'est possible que ça gèle. Donc déjà, bon évidemment, on va considérer qu'on a voilà, un verre de citronnade et puis il y a des glaçons dedans. Bon voilà, rien de fou ici, et puis voilà, on rajoute des glaçons. Bon déjà, ce qui est sûr, c'est est-ce que c'est possible que la citronnade elle gèle? Bah la réponse est oui. Pourquoi? Parce que bah, si je mets une infinité de glaçons, bah, simplement j'ai un thermostat, donc ma citronnade elle gèle. Voilà, merci. Ensuite, on a également une autre réponse, c'est non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que bah, il fait chaud dehors, ma citronnade je la laisse dehors, et du coup bah, puisque le contact avec l'extérieur, hein, qui du coup est un thermostat, bah, du coup j'ai beau mettre autant de glaçons que je veux, même si j'en mets beaucoup beaucoup beaucoup. Bon, vous allez dire, si j'ai un thermostat de glaçons, je compare deux infinis parce que je compare deux thermostats, donc c'est bizarre. Mais on va dire que de toute manière, je pourrais pas être capable de sortir plus de glaçons que... bon, vous allez voir, enfin en gros vous comprenez l'idée quoi. Je peux pas sortir un infini de glaçons plus petit qu'un infini de thermostat, c'est-à-dire un infini d'atmosphère, pardon. Même si du coup, encore une fois, il faudra définir quel type... Enfin, qu'est-ce qu'on compare exactement quand je dis qu'on peut pas sortir une infinité de glaçons devant l'infinité de l'atmosphère? Je compare globalement l'énergie interne de l'infinité de glaçons que je pourrais sortir devant l'énergie interne de l'atmosphère, ou simplement la capacité thermique des glaçons que je pourrais sortir devant la capacité thermique de l'atmosphère. Ça, vous voyez que ça va être lié donc à la capacité thermique massique fois la masse. Et bon, en gros, je suis en train de dire que je peux pas sortir autant de glaçons de manière à égaliser la masse de l'atmosphère. Globalement, c'est ce que je suis en train de dire, on va dire que c'est plutôt logique. Bon, dans tous les cas, donc on va dire que ça c'est pas possible. Et donc, bah forcément, puisque j'ai de la citronnade qui est en contact avec de l'atmosphère et qu'à l'extérieur il fait chaud, bah c'est pas possible que je gèle dans tous les cas, parce que je vais finir à l'équilibre thermique avec mon atmosphère, avec mon thermostat, c'est-à-dire aux alentours de 35 degrés s'il fait vraiment très chaud. Donc voilà, donc ça c'est deux réponses qui sont tout à fait valides, mais on voit en fait que ça dépend de comment est-ce qu'on se place et de quelles hypothèses physiques, quelles hypothèses physiques on fait. Puisque du coup, quand je considère qu'on sort un thermostat de glaçon, je considère que je néglige les transferts thermiques avec l'atmosphère, et à l'inverse, dans le deuxième cas, je considère que je les néglige pas, et justement que je me place à un équilibre thermodynamique avec l'atmosphère. Parce que du coup, vous savez qu'en thermo, on se place à l'équilibre thermodynamique, et donc on se place certainement pas. En fait, on se place un temps très très long, mais du coup, très long devant quoi, on va pouvoir ici réfléchir. Bon, donc on voit que c'est deux réponses qui sont intéressantes, et qui déjà, en fait, sont bien plus dans l'esprit de l'exercice que des gens qui m'écriraient directement en bas de calcul avec un calcul de premier principe immédiat pour trouver une masse de glaçons de l'ordre de 30 kg, je crois que c'est après ce que je vais trouver, et qui serait absurde. Donc déjà, là, on est beaucoup plus dans l'exercice. Mais bon, on voit que c'est pas réellement ça le raisonnement qui est intéressant. Pourquoi? Parce que vous sentez quand même que, typiquement, quand vous mettez... Enfin, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est plutôt se demander... Bon, déjà, on va négliger le transfert thermique avec l'extérieur. Alors pourquoi? Parce que quand vous mettez des glaçons à l'extérieur, même dans une citronnade où il fait très chaud, bah, vous sentez que vous avez quand même votre température qui diminue. Donc en fait, ça traduit quoi? Ça traduit que l'échange thermique entre le glaçon et la citronnade est beaucoup plus rapide que l'échange thermique entre l'atmosphère et l'ensemble glaçon-citronnade. Donc puisque l'échange thermique interne, on va dire, est plus rapide que l'échange thermique externe, bah, ça veut dire que votre courbe de température, elle va baisser, atteindre un minimal, puis remonter. Et bon, évidemment que stricto sensu, il ne faut pas négliger les transferts thermiques avec l'extérieur, mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de nous placer à un temps, donc on va dire que la courbe de température, en fonction du temps,
elle va avoir une tête un peu comme ça, on part d'une température de l'atmosphère, on va baisser, et puis on va remonter. Et nous, on voit qu'évidemment, on ne s'intéresse pas à se placer à un temps tel qu'on atteint cet équilibre thermique-là. Nous, on veut se placer à un temps tel qu'on atteint cet équilibre thermique-là. Bon, évidemment, du coup, c'est pas un équilibre thermique, mais vous comprenez bien que c'est ce temps-là qui nous intéresse. Parce que nous, évidemment, on veut savoir si une citronnade, elle va finir par geler. Ou pas, évidemment. Donc nous, déjà, on va se placer là. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir négliger les transferts thermiques avec l'atmosphère. Ensuite, après, bon, déjà, c'est ce qu'on a dit, mais en fait, là, on est un peu en train de sous-entendre qu'on a choisi un système qui ne contient pas l'atmosphère. Donc c'est cool, ok, mais du coup, quel système choisir? Encore une fois, le système en thermo, c'est important. On se rend bien compte qu'ici, on va devoir utiliser la citronnade quelque part. Pourquoi? Parce qu'on veut considérer, évidemment, on veut ici considérer, fondamentalement, l'énergie interne de la citronnade. Les glaçons, est-ce qu'on les met dedans ou pas? Si on les met pas dedans, ça veut dire qu'on va devoir quand même considérer les transferts thermiques entre les glaçons et la citronnade, évidemment. Parce que justement, ça nous intéresse de connaître également la variation d'énergie interne des glaçons qu'on met. Sinon, un thermostat glaçon, c'est pas très intéressant. Donc, imaginons qu'on ne les mette pas. Du coup, il faudra calculer le transfert thermique du glaçon vers la citronnade. Et du coup, pour faire ça, on n'a pas tellement d'autres moyens que d'appliquer un transfert thermique au glaçon. Et puis, du coup, puisqu'on a négligé que le transfert thermique est l'extérieur, en fait, on va avoir la variation d'énergie interne du glaçon qu'on va pouvoir calculer. Et on va donc avoir du coup cette fois-ci le transfert thermique de la citronnade vers le glaçon à calculer, et lui devinez quoi, c'est l'inverse du transfert thermique du glaçon vers la citronnade. Donc en fait au final on va se ramener à quoi? On va se ramener simplement à un premier principe, comme si on avait inclus directement le système glaçon-citronnade, et donc en fait du coup les échanges thermiques internes au système vont être en fait contenus dans la variation d'énergie interne. Ok, ça va, je pense que ça va être clair. Donc a priori on a envie de considérer glaçon et citronnade. Et enfin maintenant, dernier truc, est-ce qu'on intègre le récipient? Parce que du coup le récipient, lui il va aussi a priori avoir une énergie, une température qui varie, genre votre verre ou votre bouteille, elle est a priori plus fraîche quand vous mettez plein de glaçons dedans que quand vous mettez rien du tout. Et du coup est-ce que ça vous l'inclut ou pas? Voilà, c'est une petite question aussi, on pourrait aussi se demander ça. Donc avec exactement le même raisonnement. Si on considère uniquement le système glaçon plus citronnade, est-ce que vous incluez votre système ou pas? Si vous incluez pas votre récipient dans le système, du coup vous allez avoir la variation d'énergie interne, ou la variation d'enthalpie, on va bosser en enthalpie comme on est changement d'état. Bon, ça revient ici à peu près au même. Donc la variation d'enthalpie de citronnade plus glaçon, c'est quoi? Ça va être égal au transfert thermique du récipient vers votre glaçon plus citronnade. Donc comment est-ce que vous chopez ce transfert thermique? Même chose, en appliquant le premier principe au récipient. Donc premier principe appliqué au récipient, ça va donner quoi? Ça va donner que la variation de l'énergie interne du récipient est donc égale au transfert thermique du citronnade glaçon vers le récipient, puisque je rappelle que vous avez négligé le transfert thermique avec l'extérieur. Ok. Et donc dans ce cas-là, en fait, on voit qu'on vient encore une fois se ramener pour en fait négliger tous les transferts thermiques. En fait, on se ramène à un système citronnade plus glaçon plus eau. Plus récipient, et que du coup ce système-là, donc composé des trois corps, lui du coup isolé, puisque tous les transferts thermiques entre eux, en fait on les a directement considérés dans le système, qui sont internes au système, justement, et le transfert thermique avec l'extérieur, l'extérieur c'est l'atmosphère, et vous avez négligé ce transfert thermique-là. Donc c'était un peu compliqué cette phase de choix du système, mais tout ça pour vous dire qu'en fait le plus malin, c'est réellement de prendre récipient, plus glaçon, plus citronnade, et de a priori ne pas du tout négliger le récipient, quelque chose qu'à mon avis beaucoup de gens ont fait directement. Si vous cherchez évidemment à écrire tout de suite l'équation. Donc au final on a quoi? Donc on va considérer le système, récipient, et j'insiste sur le récipient, plus citronnade, plus glaçon. Ok. Ensuite on se considère à quel équilibre? Du coup on a précisé qu'on considérait ce système entre l'équilibre initial, donc vous avez vos glaçons, on va trouver leur température, la citronnade on va évaluer sa température, le récipient on va dire que c'est la même température que la citronnade et que c'est la même température que l'extérieur, et du coup l'état final, où tout ce beau monde là et à l'équilibre. Et évidemment, on est en négligé tout du long, bien sûr, le transfert thermique avec l'extérieur. Donc ça, il faudrait que je le précise si j'étais à l'écrit, là je suis à l'oral, je le précise pas. Mais voilà. Ensuite, donc à partir du moment où on a ça, du coup il faut écrire le premier principe. Donc puisqu'on va avoir changement d'état, puisque nous ce qu'on veut c'est geler la citronnade, on va considérer ici un premier principe en enthalpie. Donc on va écrire qu'on a delta H qui est égal à 0. Précisément avec tout ce qu'on a dit au travail préalable. D'ailleurs, j'ai jamais parlé de travail, mais là on a que des trucs liquides. Le travail des forces de pression, on n'aura pas. Et liquide ou solide, on a que des phases condensées. Donc travail des forces de pression, on n'en aura pas. Et du coup, des travaux de manière générale, là on n'en aura pas parce qu'on n'a pas d'électricité, on n'a rien quoi. Donc delta H égale 0. Ok, donc nous ce qu'on veut c'est qu'on va mettre juste assez de glaçons, donc ce qu'on veut c'est trouver on va dire la masse minimale de glaçons pour que ça gèle. Donc en fait ce qu'on veut c'est qu'on ait des glaçons qui soient à une température quelconque, donc les glaçons vont monter jusqu'à 0 degré, et en parallèle tout le reste va descendre jusqu'à 0 degré, et pour la citronnade ça va geler. Et nous ce qu'on veut c'est juste que ça gèle en entier, et pas que ça redescende en température. Vous voyez l'équilibre est fin.
Évidemment, si vous mettez plus de glaçons, votre citronnade, une fois gelée, va faire descendre en température, et vos glaçons vont monter à une température qui sera inférieure à 0°C. Mais bon, nous, c'est pas ce qu'on veut, parce que nous, ce qu'on veut, c'est trouver la masse minimale de glaçons pour que le tout gèle. Et se demander si du coup c'est raisonnable de considérer une telle masse. Et donc, bah, du coup, on commence. Donc, on va avoir quoi? On va avoir la capacité thermique du récipient, fois une différence de température. Cette différence de température, c'est quoi? Donc, c'est la température finale, qui va donc valoir, je vais tout écrire en Celsius, hein, comme c'est les différences de température, Celsius, Kelvin, c'est pareil. Donc, je vais avoir donc, la température finale qui vaudra 0, moins la température initiale. La température initiale, bah, c'est la température de l'atmosphère. On a dit qu'on était en été, on a dit qu'il faisait chaud. Là, évidemment, il y a plein de réponses qui sont acceptables. Vous pouvez prendre 25, vous pouvez prendre 35, vous pouvez prendre 45 si vous êtes, je sais pas, au Maroc. Bon, moi, je vais prendre 30. Ça me semble déjà être une bonne chaleur. Ensuite, donc ça c'est delta T. Hein. Ah merde, là j'ai fait du semi-littéral, mon dieu. On va donc écrire, on a donc du C récipient fois delta T, pardon, plus C citronade, donc la capacité thermique de la citronade, fois la différence de température, plus cette fois-ci, donc il va falloir vaporiser donc, la citronade. Donc on aura la masse de citronade, fois l'enthalpie massique du coup de fusion, donc je vais appeler ça L fuse. On va considérer qu'on se place à 0 degré, Celsius évidemment, et c'est bel et bien de l'astronade. Et en parallèle, on va également du coup devoir monter donc eh bien le glaçon. Donc on va avoir simplement capacité du glaçon, capacité thermique du glaçon, fois delta T prime, parce que l'écart de température du glaçon ne sera pas le même que celui de l'eau et l'astronade. Donc tout ça, ça fait 0. Maintenant, il faut regarder tous les termes. Bon, on peut commencer éventuellement par C glaçons fois delta T prime. Bon, delta T prime, on veut donc à la fin on soit du 0 degré. Donc il faut que la température finale elle soit égale à 0 degré. On va étudier ces termes-là. Bon bah ça, on veut qu'à la fin on ait du 0 degré. La question c'est les glaçons on les met à combien? On voit que si on commence à les mettre à 0 degré, jamais on pourra avoir que de la glace à la fin. Ce qui est plutôt logique parce que l'énergie elle va être apportée par la fusion des glaçons, bah forcément vous pouvez pas avoir que de la glace. Donc bon, moi on va dire qu'ils sortent du congélo. Donc perso je considère qu'un congélo c'est quoi? C'est autour de moins 8 degrés, un truc comme ça. Quelqu'un m'a sorti moins 15, honnêtement moins 15 ça me semblerait good aussi, hein. Je pense que si vous avez un congélo costaud. Moi j'ai mis moins 8, alors je connais pas par cœur les températures de fusion de température des congélos. Je pense que moins 8 c'est plutôt raisonnable. Voire peut-être un peu fort, ça dépend vraiment des congélos. Entre moins 5 et moins 15, voire moins 3, 4 et moins 15, je pense que c'est acceptable. Donc moi ici, ça je vais considérer que ça fait 0, moins 8, donc 8. Ok. Ensuite, la capacité du glaçon, ça va être quoi? Bah 8 Kelvin, évidemment. Ensuite, la capacité du glaçon, ça va être quoi? Bah, ça va être la masse du glaçon, c'est ce qui nous intéresse, fois la capacité massique du glaçon. Ah bah là, du coup, il faut la connaître ou l'estimer. Donc, alors, là, donc l'important, donc, c'est que j'ai pas revu forcément les valeurs numériques avant. Donc ça, c'est essentiellement de la mémoire. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire un physicien un peu louche. Ce qu'on voit, c'est presque limite un ordre de grandeur, bien plus qu'une valeur exacte. Honnêtement, si jamais je mets 2,1 au lieu de 2 kJ par Kelvin, vous voyez que c'est pas, enfin par kilo, c'est pas quelque chose qui est dramatique. Pourquoi? Parce que si jamais je tombe sur 31 kg au lieu de 30 kg de glaçons, honnêtement, c'est pareil, c'est pas possible. Donc je vais mettre quelque chose qui va être de l'ordre de 2,1, parce que je crois que c'est 2,1 kJ par kilo par Kelvin. Et honnêtement, quelqu'un mettrait 2, c'est vraiment nickel aussi. Et donc là, on prend dans notre masse de glaçons, c'est évidemment, on la connaît pas. Ensuite, après, on a un deuxième terme. Ce deuxième terme, ça va être quoi? Ça va être ici. La masse de la citronade fois l'enthalpie massique de fusion de la citronade. D'ailleurs, j'ai mis fusion, mais du coup, c'est moins en fait l'enthalpie massique de fusion. Là, on va avoir un moins devant. Tout ça, ça va être fois moins 1, parce que du coup, l'enthalpie de fusion est positif, et donc moins l'enthalpie de fusion, moins l'enthalpie massique de fusion, c'est ce qu'on va utiliser pour solidifier, voilà, les termes techniques. Ok, donc ce terme-là, globalement, il est égal à quoi? Bon, bah, on a dit qu'on avait donc ma citronade fois L fuse. Alors là, déjà, c'est intéressant. L'idée, c'est, est-ce que vous connaissez, j'espère qu'on n'a pas entendu la superbe moto qui rugit dans la rue. La première question, c'est est-ce que vous connaissez l'enthalpie massique de fusion de la citronade à 0 degré Celsius? Bah personnellement, moi pas du tout, et vous, je pense que vous la connaissez pas non plus. Donc première chose qu'on va faire, on va dire que globalement la citronade, c'est de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que la citronade, c'est proche en composition en eau. Donc je sais pas, on a peut-être 97% d'eau, peut-être un peu moins, peut-être 95%. Donc il y a quand même beaucoup d'eau. Et l'idée, c'est qu'en fait là, on utilise un truc, donc c'est que c'est proche en composition chimique. Et du coup, en fait, on considère quoi? On considère que la capacité thermique, tout comme l'enthalpie massique de fusion, bah, ça dépend de la composition, et c'est continu avec la composition. Donc en gros, puisque la composition de la citronade c'est proche de celle de l'eau, bah, l'enthalpie massique de fusion sera proche de celle de l'eau, ok? Et ensuite, bah, plus puisque c'est continu, bon en gros voilà. Donc ça dépend de la composition et c'est continu. Donc c'est ici les deux arguments qu'on utilise. Donc ça, on va dire que c'est de l'ordre de 330 joules par kilo. Ok. Tac.
Ensuite, après, désormais, il nous faut la masse de citronnade. Donc la masse de citronnade, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était de l'eau, globalement, la citronnade. Donc encore une fois, la masse volumique, ça dépend de la composition et c'est continu. Donc ça va être globalement la masse volumique de l'eau fois le volume. L'idée, c'est à votre avis combien de volume de citronnade. Donc moi, j'étais parti sur aujourd'hui 0,75 litres. Honnêtement, bon, on pourrait prendre un litre, on va pas s'embêter. Donc on va considérer qu'ici, on a globalement 1 kg de citronnade. Ok. Encore une fois, voilà, vous me direz 2-3 kg de citronnade, ça irait aussi, ça ferait 3 litres. Hein. Bon voilà, vous me dites 10 litres de citronnade, c'est que vous avez vraiment beaucoup d'amis. Dans une seule bouteille en plus, hein, donc vraiment beaucoup de potes. Et surtout une grosse bouteille. Une bouteille d'un litre, c'est plutôt cohérent. Ok, donc ça c'était le deuxième terme. Donc là, vous voyez qu'on a commencé à assimiler la citronnade à de l'eau, et on a justement dit que tout ce qu'on utilise ici, c'est-à-dire capacité thermique massique, enthalpie massique de fusion et masse volumique, c'est dépendant de la composition, et c'est continu avec la composition. Donc c'est pour ça qu'on peut à chaque fois associer la valeur avec la valeur de l'eau. Après, donc maintenant, on a quoi? Donc on a la capacité thermique du citronnade fois delta T. Bon bah du coup, delta T, on va dire que c'est donc globalement égal à peu près 30 degrés, parce qu'on va passer de 30 degrés à 0. 30 degrés Kelvin. Et maintenant, la capacité thermique de la citronnade. Bah du coup, c'est la capacité thermique massique fois la masse. Donc la masse, on dit que c'est 1 kg. Ok. Et bah du coup, la capacité thermique de citronnade, en fait, on va associer ça à celle de l'eau. Donc ça, c'est du 4,18, 4,2, 4, ça me va tout à fait aussi. Kilojoules par Kelvin par kilo. Ok. Et enfin, du coup, il nous manque un dernier terme. Ce terme-là, c'est capacité thermique du récipient fois delta T. Bah, delta T, on sait ce qu'il vaut, il va valoir encore une fois 30 Kelvin. Le problème, c'est la capacité thermique du récipient, c'est quoi? Bah, déjà, ça va dépendre si vous prenez une bouteille en verre, si vous prenez une bouteille en plastique. Le problème, c'est que ça, on ne le connaît pas. Donc évidemment, on a bien envie de le négliger. Si on le connaît pas, on a bien envie de dire que ça vaut 0. En fait, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est évidemment une approximation qui est plus ou moins valable. Là, on voit que l'idée de l'exercice, c'est que ça va pas changer le cheminement. On va pas tomber, a priori. Enfin, à moins que, évidemment, la capacité thermique du récipient soit bien supérieure à ces deux termes-là, voire à tous les termes. On ne devrait pas du tout tomber sur une masse de glaçons qui est absurde. Enfin, attention, la masse de glaçons, on la calcule en fonction, donc ce terme-là, on peut pas le négliger. Mais imaginons qu'on ait donc la capacité thermique du récipient qui soit bien supérieure au reste, bah ça serait... Enfin, on aurait tout ça qui s'annulerait, et donc on aurait juste capacité thermique du glaçon fois delta T, qui serait égale à capacité thermique de glaçon fois delta T prime. Alors du coup, donc nous, on va le négliger parce qu'on a bien envie de le négliger. C'est valide si globalement, on a la capacité thermique qui est un peu plus petite que celle de la citronnade, donc elle est de l'ordre. Alors je crois que pour une bouteille en verre, en fait, il me semble que pour du verre, la capacité thermique massique est de l'ordre de 1 kJ par Kelvin par kilo. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est de cet ordre de grandeur là, environ 1000 quoi. Donc en fait, à peu près le même ordre de grandeur que l'eau au final. Et l'idée, c'est après, au niveau de la masse, bah bon, encore une fois, ça dépend. Si vous prenez une bouteille en plastique vide, je sais pas, c'est peut-être de l'ordre de la dizaine, voire une petite centaine de grammes. Si vous prenez en verre, ce sera peut-être un peu plus lourd, parce que la masse volumique du verre, c'est un peu plus important. Mais en fait, vous voyez que bon, globalement, ça c'est quand même pas non plus hyper négligeable. Hein. On est quand même pas sur un truc qui est 10 fois plus petit que ses voisins. Mais bon, globalement, on va dire que c'est qu'on le dégage. Même si évidemment, on pourrait éventuellement être amené à critiquer le résultat en vertu des approximations qu'on fait. Donc ça, on va dire que globalement, ça fait 0. À la fois parce qu'on sait pas le calculer. Et surtout parce que, bah, en fait, on voit que même si en soi, faudrait le prendre, ça va pas changer totalement le résultat de dire que ça fait 0. Parce qu'on a à peu près des ordres de grandeur. Éventuellement, si vous pouvez le calculer, vous pouvez dire que ça, globalement, bah, ça fait 1 kJ par Kelvin par kilo, et vous multipliez par la masse, et vous dites que si vous avez du verre, je sais pas, vous multipliez par, 100 grammes de verre, et voilà, vous allez tomber sur du 0,1 fois delta T. Vous allez quand même tomber sur beaucoup moins que ça, hein. Mais voilà. Parce que du coup, vous allez avoir de l'ordre de 100 joules par Kelvin, alors que là, vous voyez qu'on est autour de 4000 joules par Kelvin. Donc voilà, c'est quand même négligeable en fait. Bon, voilà. Ok, bon bah du coup une fois qu'on a ça, bah il suffit de faire ce calcul là. Donc honnêtement le calcul est en bidon, je vais pas forcément vous l'écrire. L'idée c'est donc bah vous allez tomber sur une masse de glaçons. Alors moi quand j'ai fait le calcul, je suis tombé sur une masse de glaçons d'environ 30 kg. De mémoire. Après il me semble que j'avais pris genre 0,75 kg ici, enfin bon voilà. Donc j'ai pris quelques autres trucs, mais je tombe sur après 30 kg. Maintenant, donc évidemment, bah, nous ce qui nous intéresse, donc 30 kg de glaçons, bah, pourquoi pas avoir 30 kg de glaçons dans son congélo. Maintenant en fait en volume ça fait quoi? Bon bah la masse volumique du glaçon, pareil, hein, je la connais pas par cœur. Mais on va considérer qu'on sait que c'est moins dense que l'eau, on se doute que c'est pas beaucoup moins dense. Moi j'ai considéré que c'est 0,9. Encore une fois, vous me dites 0,7, 0,8, je trouve ça un peu bas, mais j'accorde. Vous me dites 0,950, j'accorde tout à fait aussi. 0,90, je trouve ça un peu haut, mais j'accorde aussi. Bon voilà, vous avez dit. Et donc ça ferait globalement une masse, un volume pardon de glaçon. Donc d'ailleurs, j'ai pas précisé l'unité, mais c'est en kilo par litre. Et donc bah du coup, ça nous ferait des volumes de glaçons qui seraient d'environ 33 litres. Et donc maintenant la question c'est, on voit pas mais je vais insister, 33 litres de glaçons. VG égale 33 litres. Et donc la grande question c'est, est-ce que c'est vraiment possible de foutre 33 litres de glaçons dans une bouteille dans laquelle on a que
1 litre de citronnade. Donc là, ça veut dire qu'on a une bouteille de 34 litres, ce qui est déjà énorme, dans laquelle on a un tout petit peu de citronnade et qu'on rajoute plein de glaçons dedans. Donc déjà, bon, ça semble absurde, d'autant plus que, au final, là, on a négligé l'énergie apportée par l'extérieur. On a négligé le transfert thermique de l'extérieur. Alors en termes de rapidité, il est négligeable par rapport au transfert thermique du glaçon, mais au fond, il est quand même pas négligeable entièrement. Donc en fait, il faudrait mettre un peu plus de glaçons que ça pour réellement geler l'affaire. Et en même temps, on a également négligé le fait qu'il y a aussi le récipient qui va consommer un petit peu d'énergie, puisque du coup ce récipient, il faut aussi le faire baisser en température. Donc en réalité, il faudrait encore plus de glaçons. Donc en fait, on voit qu'on a doublement sous-estimé le nombre de, on va dire, la quantité de glaçons qu'il faudrait mettre. Donc imaginons à peu près avec le pif qu'en fait on se rend compte que du coup il fallait pas mettre 30 mais 35 kg de glaçons. On arriverait à un joli 38-39 litres. On voit que c'est juste complètement absurde d'avoir une bouteille de 40 litres qu'on a remplie à 1/40e. Donc là ici la réponse c'est du coup évidemment non, c'est pas possible de geler notre bouteille, bon ça on s'en doutait. Mais surtout, on voit qu'au final le résultat est pas si intéressant, le calcul est pas si intéressant. On voit que ce qui est vraiment cool ici dans l'exercice, qui pour moi fait son réel intérêt, c'est pour ça que ça fait quand même 20 minutes que je blablate alors que j'ai écrit 5 lignes, c'est parce qu'on voit que ce qui est vraiment cool, c'est donc la discussion et la compréhension du sens physique de la chose. À savoir quel transfert thermique est-ce qu'on considère. Parce que dans l'absolu et en soi, quel transfert thermique il y a physiquement entre notre système et l'extérieur. Ensuite, lesquels on considère, lesquels on néglige. Quel système on considère également. Une fois on voit qu'on a plusieurs systèmes qu'on pourrait vouloir considérer, juste la citronnade glaçon récipient. Dans ce cas-là, faut réussir à pouvoir voir que en fait, les transferts thermiques internes, en fait, on va pouvoir les enlever en considérant uniquement le système récipient plus eau plus glaçon. De voir qu'en fait, souvent, quand vous faites de la thermodynamique, vous considérez le récipient dans votre système et que vous le négligez au niveau du calcul parce que vous négligez sa capacité thermique. C'est un truc hyper classique que vous faites souvent et qu'en fait, la plupart des gens n'écrivent pas parce qu'ils passent dessus. C'est une approximation que vous faites tellement tout le temps que vous l'oubliez. C'est important de s'en souvenir, c'est important de le voir, que la capacité thermique du récipient existe, que votre récipient varie en température, que ça vous consomme de l'énergie. C'est important de le savoir. Et c'est important de le préciser quand on fait de la thermo. Donc ça, pareil, c'est un truc qui va être trop souvent oublié. Après, concernant les valeurs numériques, pareil, le fait de dire que globalement la capacité thermique de la citronnade c'est celle de l'eau, parce que la citronnade globalement c'est de l'eau, ok, mais quels arguments est-ce que vous utilisez vraiment? C'est le fait que ce soit proche en composition, et le fait que du coup, les grandeurs que vous manipulez soient continues avec la composition. Donc si c'est proche en composition, la valeur sera grande. Enfin, si c'est proche en composition, la valeur sera proche. Tout ça, c'est que des trucs que vous avez intuitivement et que je pense que les gens comprennent à peu près quand vous manipulez de la thermodynamique, mais c'est des choses qu'il faut expliciter, qu'il faut penser à dire. Parce que si vous les cachez sous le tapis, juste en fait en thermodynamique, il y a plein de choses que vous n'allez pas réellement comprendre et vous allez savoir globalement faire bien les calculs, hein, genre ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour trouver les 33 litres et qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont directement écrit ce calcul-là et qui m'auraient trouvé dans 5 minutes chrono mon exo. Mais là, vous voyez que l'intérêt, c'est quand même bien plus que ça et qu'au fond, c'est un exo qui est en fait pas si évident parce que ça nécessite une réelle compréhension physique de la thermo et je pense que c'est quelque chose qui peut manquer. Souvent, les exos de thermo sont pas méga durs. C'est vraiment ça qui peut poser problème à beaucoup de monde. Pas forcément la partie calcul, mais vraiment la partie physique. Voilà, donc j'espère que ça va pu être utile à plein de gens, que vous soyez en sup, en spé. Si par hasard vous tombiez sur de la thermo au concours, ce sera potentiellement, même certainement, plus en fait compliqué calculatoirement que ça, mais vous aurez quand même besoin de poser convenablement votre système et de poser toutes ces choses-là. Donc c'est toujours négatif, c'est un exo qui peut pas vous coûter des choses, c'est un exo qui sera forcément pourra vous apporter quelque chose concernant la compréhension de la thermo. Voilà, du coup c'est tout pour moi, donc j'espère que l'exercice vous aura plu. Il me reste encore un exo de thermo à corriger. Honnêtement, je compte pas je compte pas donner que lui en oral, je compte en donner un autre. Donc ce sera sur des pseudo-sources, voilà, vous verrez, c'est rigolo. Je pense que ce sera la vidéo qui sortira juste après, je pense. Dans tous les cas, moi du coup je vous souhaite une bonne journée et des bons courage à tous ceux qui vont passer les euros. Et sur ce, du coup je vous dis, je vous souhaite à la prochaine, en espérant vous revoir bientôt. Allez, à plus!